Décembre 1944. Dans l'est de la France, à quelques kilomètres d'un village à moitié détruit entre les Vosges et la plaine d'Alsace, la nuit tombait comme une chape de plomb sur les champs gelés. La neige fondue se mêlait à la boue noire des chemins, et un brouillard épais, venu des forêts et des rivières, avalait peu à peu les ruines, les haies, les fossés, jusqu'aux silhouettes des hommes eux-mêmes. Le détachement français tenait encore la lisière du village, retranché entre l'église éventrée, une grange incendiée et deux maisons dont il ne restait que les murs noircis. Ils étaient trop peu nombreux, trop mal équipés et surtout trop isolés. Les lignes téléphoniques avaient été coupées dans l'après-midi. Le poste radio, touché par un éclat d'obus, ne crachait plus qu'un souffle parasité. On ne pouvait compter ni sur l'artillerie, ni sur un renfort rapide. Dans cette poche de nuit et de brume, ils étaient seuls. Depuis 1 heure déjà, quelque chose avançait dans le brouillard. On ne le voyait pas, on le devinait seulement. Par moments, le sol vibrait sous les semelles. Puis un bruit sourd, métallique s'élevait dans la ouate du silence. Un frottement de chenilles, le halètement d'un moteur qu'on pousse au ralenti, le grincement d'un blindage qui travaille dans le froid. Ensuite, plus rien. Puis, de nouveau, cette présence invisible, plus proche. Les hommes parlaient à voix basse, comme si le brouillard pouvait les entendre. Certains rechargeaient leurs armes avec des gestes mécaniques pour se donner une contenance. D'autres scrutaient le vide devant eux, le doigt crispé sur la détente, les yeux brûlés par l'effort inutile de vouloir percer la nuit. Le lieutenant savait ce que cela signifiait. Les Allemands approchaient sous couvert du brouillard, avec des blindés et de l'infanterie, profitant de chaque pli du terrain, de chaque talus, de chaque verger abandonné. Le plus terrible n'était pas l'attaque elle-même, c'était l'attente. On savait qu'elle viendrait, mais on ignorait d'où. De la route de Saint-Dié, du petit pont derrière le cimetière, du chemin creux qui descendait vers les prés. Dans cette obscurité mouillée, un char pouvait surgir à 30 mètres sans qu'on l'ait vu venir. Un groupe d'assaut pouvait traverser la place du village comme un fantôme et ouvrir le feu avant même qu'on ait compris qu'il était là. Un coup partit soudain, à gauche, sec, isolé. Puis une rafale de mitrailleuses balaya un mur, arrachant un nuage de plâtre et de tuiles. Un homme cria, un autre se jeta à terre dans la boue, mais personne n'aperçut l'ennemi. Le brouillard le cachait tout entier. Alors, pour la première fois depuis le début de la soirée, plusieurs comprirent la vérité simple et effrayante qui allait décider du reste. Ils n'étaient pas seulement en infériorité numérique. Ils combattaient un adversaire qu'ils ne pouvaient même pas voir. Et dans une guerre comme celle-là, au cœur de l'hiver français, cela revenait presque à être déjà condamné. Au bout de quelques minutes, il devint clair que le brouillard n'était pas seulement un décor de malheur, mais une arme. Il travaillait pour l'ennemi avec une patience glaciale, effaçant les distances, brouillant les repères, avalant le moindre mouvement avant même qu'un regard puisse l'accrocher. Les hommes postés derrière les fenêtres brisées, les murets effondrés et les charrettes renversées avaient beau tendre les yeux jusqu'à la brûlure, ils ne distinguaient rien d'autre qu'une masse laiteuse, épaisse, mouvante, qui semblait respirer au rythme du vent. Et pourtant, quelque chose avançait là-dedans. On l'entendait mieux qu'on ne l'imaginait. Tantôt un froissement lourd, comme si une bête énorme frottait son flanc contre les haies, tantôt un battement métallique, étouffé, venu d'on ne savait où. Puis le silence retombait, si complet qu'il en devenait plus insupportable que le bruit lui-même. C'était cela le plus déroutant. L'ennemi n'apparaissait jamais en entier. Il se signalait par fragments, une vibration sous la terre gelée, une exhalaison d'huile chaude mêlée au froid, un craquement de branches, un bruit de moteur aussitôt repris par la brume. Chaque signe semblait venir d'une direction différente. On croyait le deviner à droite, puis un coup claquait derrière l'église.
On jurait qu'un blindé contournait la place et une rafale surgissait des jardins au sud du village. Le lieutenant tenta d'organiser le tir. Il désigna des secteurs, donna des angles, fit poster 2 hommes près du cimetière et 3 autres le long du chemin creux. Mais ces ordres, raisonnables sur le papier, perdaient tout sens dans cette nuit sans contour. Un fusilier tira sur une ombre qui n'existait pas. Un autre vida presque un chargeur sur une clôture où le vent agitait un drap oublié. À chaque erreur, la peur montait d'un cran. Elle ne faisait pas crier. Elle rétrécissait les gestes, raidissait les nuques, transformait les secondes en longues attentes pleines de menaces. Puis les premiers coups vraiment précis tombèrent. Une balle traversa la lucarne d'une grange où un guetteur pensait être invisible. Un autre homme s'effondra près du puits, touché en plein déplacement, sans que personne puisse dire d'où le tir était parti. La mitrailleuse légère installée derrière un tas de pierres ouvrit le feu vers la route. Mais presque aussitôt, une réponse venue du brouillard découpa les pierres à hauteur d'homme, comme si quelqu'un, de l'autre côté, voyait parfaitement la position française. Cette idée se répandit sans qu'un mot fût nécessaire. Eux tiraient dans le vide, mais on tirait sur eux avec méthode. Ce n'était plus seulement une attaque. C'était une présence invisible qui choisissait ses moments, frappait, se retirait, puis revenait ailleurs. Les chars eux-mêmes paraissaient irréels. On ne distinguait jamais une silhouette complète, jamais une tourelle, jamais le dessin net d'une caisse d'acier. Seulement l'annonce de leur approche, le sol qui tremblait légèrement dans la boue, la vaisselle oubliée dans une maison éventrée qui se mettait à teinter, les poutres d'un mur qui frissonnait avant qu'un obus n'arrive. Quand enfin un projectile arracha la façade d'une maison au centre du village, plusieurs comprirent qu'un blindé était déjà assez proche pour tirer à vue, tout en restant caché par la brume. Le pire pour les Français n'était pas d'ignorer combien d'ennemis les encerclaient. C'était de ne plus pouvoir faire confiance à leur propre sens. L'œil mentait, l'oreille hésitait, les distances se déformaient. Un pas semblait proche alors qu'il était à 100 mètres. Un moteur paraissait loin quand il s'apprêtait déjà à déboucher au coin d'une rue. Même les plus aguerris perdaient cette certitude intérieure sans laquelle on se bat mal. À la place venait une impression plus sourde, plus humiliante, celle d'être observé depuis une matière opaque qui, elle, ne rendait rien. Dans cette confusion, le village cessait d'être un lieu connu. La place, les jardins, le lavoir, la petite route bordée d'arbres fruitiers, tout ce qu'on aurait su parcourir les yeux fermés quelques jours plus tôt devenait un piège. Chaque mur cachait une ligne de tir possible. Chaque trou d'obus pouvait contenir un homme. Chaque souffle de vent ressemblait à un déplacement de troupes. Les défenseurs ne tenaient plus un terrain. Ils occupaient des points isolés au milieu d'un blanc hostile où l'ennemi circulait comme dans son propre domaine. Quand un troisième homme fut touché sans avoir aperçu autre chose qu'une lueur brève dans le brouillard, nul n'eut encore besoin de le dire. Tous le sentirent avec la même froideur au creux du ventre. Ils étaient en train de perdre contre quelque chose qui n'avait pas de visage. Parmi les hommes tassés derrière les ruines, il y en avait un que rien en apparence ne destinait à se trouver là. Il s'appelait Étienne Valette. Avant la guerre, il n'avait porté ni uniforme, ni armes, ni galon. À Lyon, il réparait des appareils d'optique dans une petite boutique étroite de la rue de la Charité, non loin de la gare et des quais. Il connaissait les lentilles, les verres, les prismes, les diaphragmes, les ajustements minuscules qui transforment une image floue en image nette. Entre ses mains passaient des jumelles de marine, des appareils photographiques, des lunettes de lecture, parfois même de vieux instruments scientifiques qu'un professeur venait lui confier avec une prudence presque religieuse. Il avait appris à travailler dans le silence, sous une lampe bien réglée, avec des gestes patients et un respect presque obstiné pour les choses fragiles. La guerre avait détruit cette vie morceau par morceau. D'abord les réquisitions, puis les coupures,
Puis les arrestations dans le quartier, les visages qui disparaissaient sans explication, les vitrines brisées, les dénonciations chuchotées dans les escaliers. Étienne n'avait pas rejoint la lutte par goût du danger ni par héroïsme naturel. Il y était venu comme d'autres en viennent à la certitude, lentement, après avoir vu trop de choses pour continuer à détourner les yeux. Un cousin arrêté à Vichy, un voisin fusillé après une distribution de tracts, un ami de l'atelier emmené pour n'être jamais revenu. Il avait commencé par cacher des messages dans des boîtiers d'appareils photo, puis par réparer des postes, puis par fabriquer de fausses pièces d'identité. À la fin, il avait quitté Lyon et gagné les maquis de l'Est avec ce qu'il savait faire de mieux: observer, comprendre, improviser avec presque rien. Même parmi les résistants, il gardait quelque chose d'étranger à la guerre. Il parlait peu, il écoutait longtemps. Ses camarades se moquaient parfois de sa manière de regarder les choses, comme s'il voulait les démonter en pensée avant de les toucher. Quand un fusil s'enrayait, on le lui apportait. Quand une lampe cessait de fonctionner, on appelait Étienne. Quand une radio grésillait sans raison, il passait 1 heure à l'ouvrir, à nettoyer un contact, à redresser un ressort, et le poste repartait sous ses doigts comme par honte de l'avoir contrarié. On disait de lui qu'il n'avait pas l'étoffe d'un soldat, mais qu'il avait celle d'un homme capable de sauver une situation à laquelle les autres ne comprenaient rien. Ce soir-là, pourtant, il n'avait rien d'un sauveur. Dans son manteau trop mince, trempé jusqu'aux genoux, il ressemblait aux autres, épuisé, sale, gelé, les yeux rougis par le froid et la veille. Il tenait un fusil qu'il maniait correctement sans jamais y mettre l'aisance brutale des hommes nés pour la chasse ou la caserne. Il ne se plaçait pas au premier rang des plus bruyants, ni parmi ceux qui juraient pour se donner du courage. Il restait légèrement en retrait, près du mur éventré d'une maison, l'oreille tendue vers la brume, comme s'il cherchait dans le chaos une logique que personne d'autre ne percevait. Il avait déjà compris, sans savoir encore quoi en faire, que quelque chose dans cette nuit ne relevait pas seulement du combat. Le brouillard dévorait la vue, mais il ne supprimait pas tout. Il devait bien trahir l'ennemi autrement. Dans une autre vie, devant son établi de Lyon, cette idée l'aurait mené à une expérience, à un croquis, à quelques heures d'essai. Ici, au milieu des murs pulvérisés et des hommes qui attendaient la mort sans la voir venir, elle n'avait encore ni forme ni utilité. Elle était juste là, obstinée, enfouie quelque part sous la peur. Le lieutenant passa près de lui, s'arrêta une seconde et lui demanda s'il savait se servir d'un fusil anti-char. Étienne secoua la tête. Non, pas vraiment. Il pouvait apprendre, bien sûr, comme il avait appris le reste. Mais au ton de sa voix, l'officier comprit aussitôt qu'il n'obtiendrait pas de lui le genre de réponse qu'on attend d'un homme fait pour charger en plein feu. Il allait repartir quand Étienne leva les yeux vers le brouillard et demanda, presque distraitement, si quelqu'un avait conservé les jumelles cassées récupérées la veille dans la ferme. Le lieutenant le dévisagea un instant, surpris, puis haussa les épaules avant de courir plus loin. Autour d'eux, la nuit pesait toujours, opaque, hostile, traversée par les rumeurs d'acier et de moteurs. Personne n'aurait pu dire alors si Étienne Valette était un homme déplacé par la guerre ou un homme que la guerre, sans le savoir, avait conduit exactement à l'endroit où il devait se trouver. Avant qu'Étienne ne comprît ce qu'il fallait tenter, 3 autres avaient déjà essayé, chacun à sa manière, de lutter contre cette chose informe qui avançait dans le brouillard. 3 fois l'espoir s'était levé. 3 fois il s'était brisé presque aussitôt. Le premier fut Morel, un ancien chasseur alpin au visage sec, aux gestes courts, l'un de ces hommes dont la présence seule rassure parce qu'il semble avoir tout vu. Quand les vibrations du sol devinrent plus nettes près de la route du cimetière, il affirma qu'un blindé s'approchait par là, lentement, en profitant du couvert des arbres. Il prit 2 grenades, les glissa sous sa capote, vérifia son pistolet mitrailleur,
et annonça qu'il allait ramper jusqu'au fossé pour laisser passer l'engin à quelques mètres. Son idée était simple, attendre le monstre au plus près, surgir, lancer ses grenades sur l'arrière, là où le blindage était plus vulnérable, puis disparaître avant que l'infanterie allemande ne comprenne d'où venait le coup. On l'aida à franchir le muret, puis il disparut dans la blancheur comme s'il avait été avalé par de la chaux. Pendant quelques secondes, rien ne bougea. Quelques hommes comptaient presque malgré eux, en silence, pour mesurer le temps. Puis un claquement sec jaillit dans le brouillard, suivi aussitôt d'une rafale si brève qu'elle semblait avoir été tirée à bout portant. Quelqu'un cria le nom de Morel. Personne ne répondit. Une minute plus tard, une grenade explosa bien au-delà de l'endroit prévu, dans un verger vide, avec ce bruit absurde d'efforts perdus. On ne revit Morel qu'après l'aube, étendu sur le côté dans un fossé plein d'eau noire. Il n'avait jamais atteint la route. L'ennemi l'avait vu ou deviné bien avant qu'il n'approche. Le second essai fut celui du brigadier Santi, un Corse nerveux et superbe tireur qui jurait avec l'autorité de ceux que la peur rend plus rapides au lieu de les figer. Lui ne croyait ni aux approches rampées ni aux coups de main à l'aveugle. Il soutenait qu'avec assez d'attention, on pouvait forcer le brouillard à livrer une forme, un reflet, une rupture dans la masse. Il grimpa au premier étage d'une maison dont la façade tenait encore, écarta ce qu'il restait d'un volet, installa son fusil en appui sur l'embrasure et se mit à guetter avec une immobilité de statue. Ceux d'en bas l'entendaient respirer par moments, puis plus rien. Il attendit longtemps, trop longtemps peut-être. Puis il murmura qu'il voyait quelque chose, là-bas, près des meules écroulées. Un flanc sombre, disait-il, ou une tourelle, ou le casque d'un homme penché. On ne sut jamais. Il tira une première balle, puis une deuxième, plus vite, avec l'assurance d'un homme persuadé d'avoir enfin trouvé une cible réelle. Les détonations résonnaient encore qu'une réponse éclata dans le brouillard, brutale, exacte, inhumaine de précision. La fenêtre vola en éclats. Le plafond au-dessus de lui se fendit. Santi bascula en arrière sans un mot, renversé par une balle entrée juste au-dessous de l'œil. De la rue, on ne distingua toujours rien. Seulement la certitude humiliante qu'en face, quelqu'un avait su repérer une meurtrière ouverte dans la nuit, mieux que lui n'avait su distinguer une silhouette. Le troisième échec fut le plus terrible, parce qu'il fut collectif. Près de l'église, le lieutenant crut un instant avoir compris la manœuvre allemande. Les bruits semblaient converger vers la place. Il imagina que l'ennemi voulait enfoncer le centre du village à coups de blindés, puis envoyer l'infanterie nettoyer les maisons. Il fit déplacer la mitrailleuse légère derrière un amoncellement de pierres et ordonna à 5 hommes de couvrir ensemble l'axe principal. Cette fois, il ne s'agissait plus d'un pari individuel, ni d'un coup de bravoure, mais d'une réaction ordonnée, solide en apparence, presque scolaire. Quand la prochaine forme surgirait du brouillard, ils devaient l'écraser sous un feu croisé. Ils attendirent à peine quelques minutes. Un grondement plus lourd monta soudain devant eux. Les pierres vibrèrent. Quelqu'un cria qu'il arrivait. La mitrailleuse partit en longue rafale vers la route. 2 fusils l'appuyèrent. Un troisième homme lança une grenade au-delà du mur. Pendant 4 ou 5 secondes, tout le monde crut que le dispositif fonctionnait. Le vacarme était énorme, rassurant presque, parce qu'il donnait l'illusion qu'on reprenait enfin l'initiative. Puis un obus, venu d'un angle totalement différent, éventra le coin de la place. L'explosion souleva la boue, les gravats, les planches et les corps avec une violence si soudaine que plusieurs ne comprirent pas tout de suite ce qui s'était passé. Le blindé qu'ils croyaient devant eux n'était pas là, ou du moins pas seul. Ils avaient tiré sur un bruit, sur une masse sonore, sur une menace supposée. Pendant qu'ils vidaient leurs armes dans la mauvaise direction, un autre engin, ou le même ayant contourné leur perception, avait pris position sur le flanc.
Quand la fumée retomba, la mitrailleuse était disloquée, 2 servants ne bougeaient plus, et les survivants se plaquaient au sol avec cette stupeur nue des hommes qui découvrent que leur meilleure réponse vient d'être retournée contre eux. Après cela, plus personne ne parla de manœuvres simples, ni de sang-froid suffisant, ni d'habileté individuelle. La vérité devenait trop lourde pour être contournée. Le courage de Morel n'avait servi à rien. L'œil de Santi n'avait rien percé. L'organisation du lieutenant elle-même s'était fracassée contre quelque chose de plus insaisissable qu'une attaque ordinaire. Ce n'était pas seulement l'ennemi qui leur échappait, c'était la manière même de le combattre. Étienne avait assisté à ces 3 échecs sans presque bouger. Il n'avait pas crié avec les autres lorsque Morel avait disparu. Il n'avait pas couru quand on avait descendu le corps de Santi de l'escalier brisé. Il n'avait pas participé au tir vers la place, sinon par 2 coups partis machinalement dans la même direction que les autres. Mais à chaque tentative manquée, quelque chose se précisait en lui, non pas une solution encore, mais une conviction obstinée. Tant qu'il chercherait l'ennemi comme on cherche un homme visible dans une guerre normale, il continuerait à mourir pour du vide. Étienne resta un moment immobile derrière le pan de mur qui lui servait d'abri, les mains noircies de suie, le col relevé jusqu'aux pommettes, tandis que le vacarme du dernier obus s'éteignait peu à peu dans le brouillard. Autour de lui, les survivants reprenaient leur souffle comme on remonte d'une noyade. Quelqu'un gémissait près de la place. Plus loin, une voix demandait des pansements avec une colère tremblante. Mais lui n'écoutait déjà plus vraiment. Son regard ne cherchait ni les morts, ni les blessés, ni même la direction probable de la prochaine attaque. Il demeurait fixé sur la masse blanche qui avalait tout, avec cette attention froide qu'il avait autrefois réservée aux mécanismes récalcitrants. Ce n'était pas la première fois, au cours de sa vie, qu'une chose refusait de se laisser voir, tout en laissant derrière elle des indices assez précis pour un œil patient. Dans sa boutique de Lyon, il lui était arrivé de récupérer des objectifs fendus, des verres piqués, des lentilles décentrées, et d'y lire, malgré les défauts, une logique intacte. Une image pouvait mentir, se brouiller, se dédoubler, mais elle ne disparaissait jamais entièrement. Elle se déplaçait, elle se trahissait autrement. Un reflet parasite, une déformation du contour, un halo sur un bord, un tremblement dans une zone qui aurait dû rester stable. Ce n'était pas l'objet qu'on voyait, mais l'effet de sa présence sur ce qui l'entourait. Cette pensée, d'abord vague, s'accrocha en lui avec une brutalité soudaine. Ils commettaient tous la même erreur depuis le début. Ils voulaient voir l'ennemi comme on voit un homme sur une route claire, un char dans un champ en plein jour, une silhouette découpée contre l'horizon. Ils attendaient une forme nette, un volume, une apparition franche. Mais cette nuit-là, le brouillard interdisait précisément cela. Il ne supprimait pas la matière, il la dissolvait. Il ne rendait pas l'ennemi invisible au sens absolu, il l'empêchait seulement d'être perçu de la manière habituelle. Or, un moteur chauffé à blanc, des plaques d'acier sorties de la marche, un canon, un masque de blindage, des hommes haletants sous leur capote, tout cela modifiait forcément l'air autour de soi. Un engin qui avançait dans ce froid ne pouvait pas ne rien laisser. Même caché, il devait perturber la brume, la pousser, la tordre, l'échauffer par endroits, créer des frissons, des remous, des zones plus minces, plus denses, plus troubles que le reste. Étienne sentit son cœur battre plus vite, non pas à cause de la peur cette fois, mais de cette excitation particulière, presque honteuse dans un tel moment, qu'il connaissait depuis avant-guerre. L'instant où un problème cesse d'être un mur et devient une construction qu'on peut démonter pièce par pièce. Il se rappela soudain une expérience ancienne, vue des années plus tôt chez un professeur de physique qui venait parfois lui confier des instruments. On chauffait légèrement l'air devant une source lumineuse, et ce qui paraissait vide se mettait aussitôt à vibrer dans la lentille, comme si l'espace lui-même ondulait. Rien n'était visible directement, pourtant l'œil attentif percevait des déformations, des flottements, une vie secrète dans la transparence.
Plus tard, en réparant certains appareils photographiques, Étienne avait observé des effets voisins à travers des verres imparfaits, des filtres abîmés, des épaisseurs de liquide prises entre deux surfaces. Une image nette n'était pas toujours la plus utile. Parfois, au contraire, il fallait accepter de la salir pour faire apparaître ce qu'elle cachait. Il leva lentement la tête vers la nuit blanche. Les Allemands n'étaient peut-être pas visibles, mais leur passage, lui, devait l'être. Cette idée le traversa si clairement qu'elle balaya le reste. Il n'avait pas besoin d'un miracle, ni d'une arme nouvelle, ni d'un ordre venu d'en haut. Il lui fallait seulement un moyen de forcer l'œil à cesser de chercher des formes et à repérer des altérations. Non pas le char, mais l'air blessé par le char. Non pas l'homme, mais la chaleur de son souffle, le trouble de sa marche, la rupture qu'il imposait à cette mer de brouillard. Si l'on pouvait grossir, filtrer, décaler un peu ce que la vue recevait, peut-être ces différences deviendraient-elles perceptibles. Faiblement, brièvement, imparfaitement sans doute, mais assez pour désigner une cible, corriger un tir, empêcher au moins qu'on meure encore face à du vide. Pour la première fois depuis le début de la nuit, Étienne ne se sentit plus seulement pris au piège. Il ne savait pas encore comment s'y prendre, ni avec quels moyens, ni même si ce qu'il imaginait pouvait fonctionner hors d'un atelier. Pourtant, il tenait enfin quelque chose de plus solide que l'espoir ou le courage. Une hypothèse. Et dans ce village noyé de brume, c'était déjà presque une arme. Une fois l'idée née, elle ne le quitta plus. Elle s'imposa à lui avec une obstination presque physique, comme si chaque minute perdue risquait de l'effacer ou de la rendre inutile. Étienne savait pourtant qu'une idée, dans un atelier, n'était rien sans les mains, les pièces, les essais, les corrections. Or, cette nuit-là, il n'avait ni établi, ni lumière stable, ni outil digne de ce nom. Il n'avait autour de lui que des ruines, de la boue, des morts, des objets brisés, et cette guerre qui transformait chaque chose en débris avant même qu'on eût le temps d'en comprendre l'usage. C'est justement là qu'il commença à chercher. Près d'une maison éventrée, il retrouva les jumelles récupérées la veille dans une ferme abandonnée. L'une des optiques était fendue, le revêtement de cuir arraché, la charnière tordue, mais les deux tubes tenaient encore. Il les prit sans un mot et les examina à la lueur pauvre d'une lampe couverte d'un chiffon. Le verre cassé ne lui inspirait pas du mépris, seulement une possibilité. Plus loin, dans ce qu'il restait d'un poste de secours improvisé, il mit la main sur une trousse ouverte où roulaient encore des fioles, un thermomètre brisé, une seringue, 2 pinces, une petite bouteille de glycérine, des bandes sales et une cuillère métallique noircie. Dans une charrette renversée, il récupéra un éclat de miroir, le capuchon d'une lampe de poche allemande, un ressort et la bague filetée d'un vieux phare de bicyclette. Chaque objet semblait dérisoire pris séparément. Ensemble, ils commençaient à former dans son esprit une mécanique possible. Il s'installa à l'abri relatif d'une cave à demi effondrée, où l'odeur de terre mouillée se mêlait à celle du plâtre frais et du vin répandu par des tonneaux crevés. Un jeune résistant, Giraud, le suivit sans bien comprendre, apportant une caisse de munitions vide qui servirait de table. Étienne n'expliqua presque rien. Il travaillait déjà. Il démonta les jumelles, força une vis avec la pointe d'un couteau, dégagea les lentilles encore intactes, les essuya sur la doublure sèche de sa manche, les porta à la hauteur de l'œil, les inclina vers la lumière, observa les défauts, les halos, les lignes de fracture. Il cherchait moins la perfection que l'accident utile, moins la netteté que la manière de dérégler le regard juste assez pour rendre visibles les tremblements de l'air. Il fixa une première lentille dans la bague du phare à l'aide de fils de cuivre arrachés à un poste téléphonique détruit. Puis il plaça derrière elle un disque de verre taillé à la hâte dans l'éclat de miroir, dont il ôta au couteau la couche argentée jusqu'à n'en laisser qu'une pellicule irrégulière sur les bords. Entre les deux, avec la minutie d'un homme revenu pour quelques minutes à son ancien métier, il étala une mince couche de glycérine. Le liquide, épais et clair, tremblait sous ses doigts gelés.
Il espérait qu'en modifiant légèrement la traversée de la lumière, en accentuant certaines distorsions au lieu de les corriger, il ferait ressortir les mouvements invisibles de la brume chauffée ou déplacée par un moteur, un corps, une masse de métal. Le premier montage ne donna rien. À travers, le monde n'était qu'une bouillie grisâtre, plus confuse encore que la nuit réelle. Étienne jura entre ses dents, démonta, essuya, recommença. Il changea l'angle du verre, réduisit l'épaisseur de liquide, ajouta devant l'ensemble un fragment de verre fumé récupéré sur une lanterne. Cette fois, des différences apparurent, très faibles d'abord, presque imaginaires. Le souffle de Giraud, lorsqu'il passait devant l'instrument, produisait une ondulation plus sombre. La main d'Étienne, approchée lentement, semblait laisser derrière elle une traînée tremblée dans l'air froid. Ce n'était pas encore un appareil au sens où l'aurait compris un ingénieur de laboratoire. C'était une chimère faite de verre blessé, de métal tordu et d'intuition. Mais cette chimère répondait. Autour d'eux, la guerre continuait de gronder, lointaine et proche tout à la fois. Une rafale éclata dans la rue, suivie d'un choc sourd contre les murs extérieurs. De la poussière tomba du plafond de cave. Giraud se signa sans s'en rendre compte. Étienne, lui, poursuivait avec une concentration qui confinait à l'entêtement. Il récupéra le petit tube de visée d'un vieux fusil inutilisable, y adapta son montage avec du chiffon serré et du fil, puis renforça le tout à l'aide d'une bande de cuir coupée dans une cartouchière. L'ensemble avait l'air misérable, presque grotesque. On aurait pu croire à un jouet fabriqué par un fou sous bombardement. Pourtant, lorsqu'il le leva une nouvelle fois vers l'ouverture de soupirail donnant sur le brouillard, il aperçut quelque chose qu'il n'avait encore jamais vu de la nuit. Le vide n'était plus uniforme. Dans la masse blanche, certaines zones vibraient autrement. À peine. Comme si une présence y avait passé quelques secondes plus tôt. Comme si l'air, froissé par un déplacement, hésitait encore à reprendre sa place. Étienne, immobile, l'œil collé au tube, suivit l'une de ces altérations jusqu'à ce qu'elle se dissolve. Puis une autre naquit plus loin, plus dense, plus lente, et sembla peser davantage sur la brume elle-même. Il ne distingua ni char, ni soldat, seulement une anomalie plus lourde, plus persistante, qui se déplaçait là où rien n'aurait dû bouger. Alors il comprit qu'il tenait enfin son instrument. Pas une vraie invention, pas encore. Seulement une ruse arrachée aux ordures de la guerre, un regard faussé pour mieux surprendre l'invisible. Mais dans ce village où tout manquait, où la science n'existait plus qu'à l'état de réflexe chez un homme couvert de suie, cela suffisait peut-être. La nuit, depuis des heures, appartenait au brouillard et à ceux qui s'y cachaient. Pour la première fois, Étienne venait d'y ouvrir une fissure. Il lui manquait encore deux choses sans lesquelles son montage resterait un jouet fragile. Un tube assez stable pour porter l'ensemble sans le fausser au moindre choc, et surtout un verre plus propre, moins blessé que ceux qu'il avait arrachés aux jumelles. Ce qu'il venait d'assembler prouvait que son intuition n'était pas absurde. Mais l'image tremblait trop, se brouillait au moindre mouvement, et la glycérine commençait déjà à fuir le long de la bague métallique. À cette distance, dans l'obscurité et sous le froid, une erreur d'un cheveu suffisait à faire disparaître ces altérations de brume qu'il cherchait à saisir. Giraud, penché près de lui, comprit à sa manière ce silence tendu. Il demanda où l'on trouverait ce qu'il fallait. Étienne réfléchit quelques secondes. Il y avait bien, à l'autre bout du village, près de la route de Saint-Dié, une petite école communale dont la salle de sciences avait peut-être conservé quelques lentilles, quelques miroirs, quelques tubes d'observation. Mais le bâtiment se trouvait trop exposé. En revanche, derrière la place, adossée à une cour pavée bordée d'un mur bas, se tenait encore la pharmacie du bourg. La devanture avait souffert, mais pas entièrement brûlée. S'il restait dans l'arrière-boutique des flacons, des verres d'appareils médicaux, des pinces fines, peut-être même une lampe d'examen ou un ancien instrument d'optique, c'était là.
Le problème était qu'il fallait traverser une zone déjà battue par les tirs. Le lieutenant qu'on alla prévenir regarda l'instrument d'Étienne avec une méfiance lasse. Il n'y voyait qu'un assemblage de ferraille et de verre sale, une lubie d'artisan dans une situation où chaque homme valide comptait pour tirer. Pourtant, il avait vu lui aussi les 3 tentatives échouer, et il savait que rester immobile reviendrait seulement à attendre la prochaine frappe. Il céda, non par conviction entière, mais parce que la guerre parfois pousse à laisser sa chance à l'invraisemblable. On leur donna 5 minutes, pas davantage. Étienne et Giraud sortirent par l'arrière de la cave, longeant un mur éventré qui séparait encore 2 jardins noyés dans la brume. Ils avançaient pliés en deux, les bottes aspirées par la boue, glissant entre des piquets tordus, des cajots brisés, des outils abandonnés par des habitants partis trop vite. Le froid mordait les doigts, mais c'était la sensation la plus nette, la plus simple. Tout le reste n'était qu'écoute et anticipation. À travers le brouillard, le village semblait respirer d'une façon étrangère, chargé de présences qu'on ne voyait pas. Ils atteignirent un premier angle de mur et s'y figèrent. À quelques mètres devant eux, quelque part sur la place, une chenille grinça lentement sur des gravats. Le son semblait si proche qu'Étienne sentit sa poitrine se resserrer. Puis il s'éloigna ou se noya dans la brume, impossible à dire. Giraud tourna vers lui un visage pâle couvert de suie. Aucun des deux ne parla. Ils repartirent. La pharmacie apparaissait par morceaux, comme si le brouillard la fabriquait au fur et à mesure. D'abord une enseigne arrachée, battant légèrement contre sa fixation, puis un coin de façade lézardé, puis le rectangle noir d'une vitrine éventrée. Devant la porte, un cheval mort gisait sur le flanc dans les brancards d'une carriole renversée, les yeux blanchis de givre. Il fallut l'enjamber pour entrer. À l'intérieur, l'air sentait le verre cassé, l'alcool répandu et les poudres humides. Les étagères s'étaient effondrées en partie, mêlant boîtes, fioles, paperasses, piluliers et débris dans un désordre si complet qu'il paraissait impossible d'en tirer quoi que ce soit d'utile. Pourtant, Étienne s'y jeta avec la fureur méthodique des hommes qui savent exactement ce qu'ils espèrent sans savoir encore où cela se cache. Il fouillait moins comme un pillard que comme un chirurgien dans une plaie. Ses mains écartaient, soulevaient, examinaient, rejetaient. Il trouva d'abord une loupe de lecture, fendue sur un bord mais exploitable. Puis le réflecteur d'une lampe médicale, cabossé mais encore brillant à l'intérieur. Ensuite, dans un tiroir renversé, un petit coffret de métal contenant 2 spéculums, un tube creux, une charnière délicate et une vis molletée qui lui parut aussitôt précieuse. Enfin, tout au fond de l'arrière-boutique, derrière des sacs éventrés de plâtre et d'emplâtre, il aperçut la pièce qu'il cherchait sans l'avoir osé espérer. Un ancien ophtalmoscope, probablement laissé là depuis des années, à moitié oxydé, mais dont la lentille frontale était intacte. Il venait à peine de l'arracher à sa boîte qu'un coup de feu claqua dehors. Le projectile traversa la vitrine déjà brisée et vint frapper le mur intérieur avec un bruit sec, brutal, si proche que Giraud se jeta au sol en couvrant sa tête. Un second tir suivit presque aussitôt, puis une rafale courte, comme pour balayer l'entrée. L'ennemi n'avait peut-être pas distingué 2 hommes. Il avait pu n'apercevoir qu'un mouvement, une ombre plus dense, un reflet. Cela suffisait. Étienne sentit sa gorge se serrer, non sous l'effet de la panique pure, mais de cette lucidité aiguë qui précède parfois les gestes décisifs. Ils étaient repérés, ou presque. Rester là signifiait mourir au milieu des bouteilles cassées. Il ramassa l'ophtalmoscope, fourra la loupe et les pièces métalliques dans sa musette, puis agrippa Giraud par l'épaule. Le jeune homme saignait légèrement à la joue, coupé par un éclat de verre, mais il pouvait courir. Ils sortirent par l'arrière. La cour derrière la pharmacie donnait sur un passage étroit, fermé d'un côté par un mur de pierre et de l'autre par une remise à moitié écroulée. À peine y furent-ils engagés
qu'un obus tomba quelque part vers la place et souleva toute la maçonnerie d'une secousse si violente qu'Étienne perdit l'équilibre. Des tuiles éclatèrent. Un volet déjà décroché s'abattit dans la cour avec un fracas de bois mouillé, et pendant une seconde, le monde entier sembla n'être plus qu'un souffle brun de poussière, de gravats et de neige sale. Ils continuèrent pourtant, presque à tâtons. À chaque détour, Étienne avait la certitude absurde qu'une silhouette allemande allait surgir à 10 pas devant eux. Mais il n'y avait que des murs, des pans de clôture, des arbres fruitiers nus, et cette brume qui avalait tout avant que l'œil n'ait le temps d'y fixer une forme. Une nouvelle rafale passa au-dessus du passage, frappant la pierre avec des étincelles invisibles. Giraud trébucha, se releva, serra plus fort la caisse métallique improvisée où il avait entassé ce qu'ils emportaient. Il n'était plus que 2 points fragiles traversant un village qui se refermait sur eux. Lorsqu'ils retrouvèrent enfin la cave effondrée où Étienne travaillait, leurs poumons brûlaient et leurs bottes laissaient derrière eux une traînée de boue noire. Le lieutenant voulut d'abord les renvoyer aussitôt en ligne, croyant qu'ils revenaient les mains presque vides. Puis il vit le regard d'Étienne, la manière dont celui-ci sortait déjà les pièces de sa musette comme un homme qui revient du front avec une promesse. La lentille de l'ophtalmoscope brillait faiblement malgré la suie. La vis molletée permettrait un réglage plus fin. Le tube métallique donnerait enfin un corps stable au montage. Ce n'étaient que des restes, des objets rescapés d'un monde civil que la guerre broyait chaque jour un peu plus. Mais arrachés ainsi sous le feu, ils avaient pris une valeur nouvelle. Ils n'étaient plus des rebuts, ils devenaient la matière même de sa chance. Étienne comprit tout de suite qu'il ne pourrait pas achever son instrument au fond de cette cave. L'endroit le protégeait des éclats, mais l'air y stagnait trop, chargé de poussière, de souffle humain et d'humidité. Les variations qu'ils cherchaient à surprendre dans le brouillard s'y confondaient avec celles qu'ils produisaient eux-mêmes. Il lui fallait un point plus élevé, plus froid, plus ouvert sur l'extérieur, un endroit d'où l'on pourrait observer sans être immédiatement englouti par la même nuit que les autres. Derrière les maisons éventrées, au bord de la place, s'élevait encore le clocher trapu de la petite église. La nef avait été éventrée par un obus dans l'après-midi, une partie de la charpente pendait au-dessus des bancs disloqués, et les vitraux, depuis longtemps soufflés, avaient laissé aux fenêtres de hautes blessures noires. Mais l'escalier intérieur menant au beffroi tenait encore, du moins en apparence. De là-haut, pensa Étienne, il pourrait placer l'instrument à l'air libre, assez loin des corps et des décombres chauds, et peut-être lire enfin dans la brume ce que le sol leur refusait. Giraud voulut l'accompagner. Le lieutenant hésita, puis accepta d'un geste brusque. Il ne croyait toujours pas complètement à cette entreprise, mais il n'avait plus rien de meilleur à opposer au brouillard. On leur confia une lampe couverte, 2 chargeurs, une couverture roulée et une caisse à outils réduite à quelques pinces, un couteau, du fil de cuivre, un tournevis tordu. Étienne emporta le tube métallique, la lentille d'ophtalmoscope, les verres récupérés à la pharmacie, la glycérine, les morceaux de cuir et la bague du phare comme s'il portait un trésor fragile, absurde et indispensable. Ils traversèrent la nef dans une pénombre d'aquarium. Sous leurs pas craquaient des éclats de verre, des morceaux de plâtre, des fragments de statues tombées. Le Christ de bois au-dessus de l'autel avait perdu un bras. Une odeur de pierre humide et de suie montait des voûtes fendues. Chaque bruit semblait sacrilège dans ce silence de ruines. À mi-chemin, un obus éclata quelque part derrière le cimetière et l'église tout entière frissonna, laissant descendre une fine pluie de poussière blanche sur les épaules des 2 hommes. L'escalier du clocher était plus étroit qu'Étienne ne l'avait imaginé. Les marches de pierre, usées au centre par des générations de sabots et de souliers, tournaient dans l'ombre avec une raideur de puits. Par endroits, la rampe de bois manquait. Plus haut, il fallut enjamber des gravats, puis se glisser sous une poutre fendue qui barrait presque le passage. Giraud, chargé de la couverture et de la petite caisse, jurait à voix basse. Étienne montait devant,
serrant son matériel contre lui avec une prudence qui contrastait étrangement avec la guerre autour d'eux. Il ne craignait pas seulement de tomber, il craignait surtout qu'une lentille se fêle, qu'un tube se torde, qu'une vis disparaisse entre deux marches. À cet instant, ces objets comptaient plus qu'un fusil supplémentaire. Ils atteignirent enfin le niveau du beffroi. Le vent entrait librement par les abassons disloqués et balayait l'espace d'un souffle si froid qu'il semblait laver les poumons. Le brouillard montait jusqu'ici par nappes inégales, s'effilochant un instant avant de se reformer plus bas au-dessus des toits fracassés, des cours, des jardins et de la place. On distinguait à peine les contours du village. Tout flottait dans une matière blanchâtre, trouée par quelques masses plus sombres, comme si le monde n'était plus qu'une esquisse mal effacée. Étienne choisit le côté sud-ouest, là où l'ouverture donnait sur la route, le cimetière et les vergers. Il étendit la couverture sur des planches disjointes pour créer une surface de travail à peu près propre, puis posa chaque pièce avec la précision presque cérémonieuse d'un homme revenu dans son atelier. Le contraste était si violent qu'il en devenait irréel. En bas, on attendait une attaque de blindés dans le noir. En haut, sous la charpente brisée d'un clocher bombardé, un opticien de Lyon remontait un appareil impossible avec des débris de pharmacie et des restes de jumelles. Il commença par remplacer la lentille frontale de fortune par celle de l'ophtalmoscope. Le verre, plus régulier, acceptait mieux la lumière pauvre de la nuit. Il fixa le tout dans le tube métallique à l'aide de la vis molletée et de deux bandes de cuir serrées l'une contre l'autre. Puis il reprit le système de double surface avec la patience féroce qu'exigeaient ses doigts gourds. Entre deux verres imparfaits, il étala une couche plus fine de glycérine, cette fois suffisamment mince pour ne pas couler, mais assez présente pour troubler légèrement le passage de la lumière. Il ajusta ensuite le petit fragment fumé devant l'ensemble, non pour obscurcir davantage, mais pour casser l'évidence trop brute du visible et forcer l'œil à guetter autre chose que les contours. Le premier essai fut décevant. À travers le tube, le village paraissait encore plus noyé qu'à l'œil nu. Giraud, transi, n'osa rien dire. Étienne démonta, souffla sur le verre, essuya un bord avec un linge propre arraché à sa chemise, puis modifia l'angle du second disque d'un simple quart de tour. Il regarda de nouveau. Cette fois, la brume cessa d'être uniforme. Pas de manière spectaculaire, rien qui pût convaincre immédiatement un homme impatient. Mais certaines zones semblaient vibrer plus lourdement que d'autres, comme si l'espace n'avait pas partout la même densité. Un coup de feu claqua en bas vers la place. Instinctivement, Giraud se baissa. Étienne, lui, resta l'œil contre l'instrument. Il venait d'apercevoir dans l'axe du verger un frémissement allongé qui n'appartenait ni au vent ni au hasard. Il détourna légèrement le tube, perdit l'anomalie, la retrouva. Plus loin, près du mur du cimetière, une masse de brouillard semblait se plier puis se reformer avec lenteur, comme si quelque chose de plus chaud, de plus lourd y poussait l'air. Il ne voyait toujours aucun char, aucun homme, seulement des blessures dans l'uniformité de la nuit. Alors il comprit que l'instrument ne devait pas être tenu à la main. Le moindre tremblement du poignet transformait une trace utile en illusion. Il fouilla autour de lui, arracha d'un geste un croisillon de bois provenant de l'ancien support des cloches, le coinça entre deux poutres et y fixa le tube avec du fil, du cuir et un morceau de courroie récupéré sur place. Ce n'était qu'un affût misérable, mais il rendit l'ensemble incomparablement plus stable. À partir de là, Étienne put régler la hauteur par petites pressions et faire glisser son regard d'un secteur à l'autre sans perdre complètement les anomalies. Le froid devenait mordant. La glycérine épaississait, le métal collait à la peau. Par instants, le vent faisait vibrer la charpente et tout le montage menaçait de se dérégler. Une fois, un éclat lointain illumina brièvement le brouillard, et durant une seconde, l'instrument ne montra plus qu'un chaos de reflets inutiles. Une autre fois, une secousse venue du sol fit tomber la pince et le tournevis dans un coin noir du beffroi. Rien n'était sûr,
rien n'était durable. L'appareil paraissait tenir moins de la mécanique que de la grâce précaire. Et pourtant, il fonctionnait. De minute en minute, Étienne apprenait à le lire. Ce qu'un autre aurait pris pour des accidents du verre ou des caprices du brouillard devenait pour lui un langage hésitant mais réel. Une zone vibrante et basse signalait sans doute une masse métallique. Une déformation plus haute, plus brève, pouvait être un homme en mouvement. Une traînée diffuse, presque effacée, révélait peut-être le passage récent d'un moteur ou d'une troupe. L'instrument ne donnait pas des certitudes absolues. Il ne révélait pas l'ennemi comme le ferait le plein jour. Mais il offrait quelque chose de plus précieux encore dans cette nuit-là, des indices qu'on pouvait suivre. Giraud, grelottant près de l'ouverture, regardait Étienne avec une stupeur mêlée d'espoir. Il ne comprenait pas ce que l'autre voyait, mais il comprenait que quelque chose avait changé. L'homme silencieux de la cave n'était plus en train d'essayer. Il était en train de trouver. Au-dessous d'eux, le village attendait toujours l'assaut dans la peur et l'aveuglement. Là-haut, parmi les poutres fendues, les cloches muettes et la pierre gelée, un appareil né de la casse et de l'obstination venait de se stabiliser assez pour devenir utile. Le brouillard n'était plus seulement un mur. Il commençait à laisser passer des aveux. Pendant plusieurs minutes, Étienne ne dit rien. Il restait penché contre son montage, un œil fermé, l'autre collé au tube, tandis que le vent glacial du beffroi lui coupait la peau du visage. Giraud, à côté de lui, n'osait plus bouger. En bas, le village continuait de vivre dans cette attente crispée que rythmaient quelques coups isolés, une rafale lointaine, le fracas étouffé d'un mur qui s'effondre quelque part dans la nuit. Mais là-haut, dans ce clocher dévasté, quelque chose d'infime et de prodigieux était en train de se produire. Au début, Étienne crut encore se tromper. Ce qu'il voyait n'avait rien de net, rien de militaire, rien qui ressemblât à la silhouette franche d'un blindé ou à la forme découpée d'un homme. Ce n'étaient que des tremblements, des cassures dans l'uniformité du brouillard, des zones où la nuit semblait respirer autrement. Par moments, une nappe de brume se plissait avec lenteur, comme si une masse cachée la poussait de l'intérieur. Ailleurs, une vibration plus étroite glissait entre deux murs écroulés, puis disparaissait. L'œil nu n'aurait rien distingué. Même à travers l'instrument, il fallait accepter de ne pas voir des objets, mais des conséquences. Puis les conséquences devinrent trop cohérentes pour relever du hasard. Dans l'axe du cimetière, juste au-delà du mur bas que les hommes d'en bas surveillaient en vain depuis le début de la nuit, une large altération se forma, dense, profonde, presque lente dans sa manière de déformer la brume autour d'elle. Étienne suivit cette masse du regard. Elle avançait par à-coups réguliers. À chaque progression, le brouillard devant elle s'ouvrait à peine, puis se refermait en remous plus lourds. Au-dessus de cette perturbation principale, de fines traînées plus chaudes semblaient flotter un instant avant de se dissoudre. Il sentit sa nuque se raidir. Ce n'était pas un groupe d'hommes, c'était plus large, plus compact, plus stable. Un moteur, un blindé sans doute. Peut-être pas encore à portée directe de la place, mais bien là, en train de contourner lentement le village sous le couvert du brouillard, exactement là où quelques minutes plus tôt, il n'y avait pour les autres que du vide. Étienne recula d'un souffle, puis revint aussitôt à l'instrument pour vérifier. La déformation persistait. Elle ne relevait ni du vent, ni d'un accident du verre. Elle se déplaçait avec une volonté propre. Et soudain, tandis qu'il affinait l'angle du tube d'un simple toucher de doigt, un détail apparut qui le traversa comme une décharge. Au-dessus de la masse, très brièvement, un pan de brume se mit à frémir en colonnes étroites, irrégulières, presque verticales. L'échappement. Il ne voyait pas le blindé lui-même. Il voyait l'air malade au-dessus de lui. Son cœur se mit à battre si fort qu'il dut se forcer à respirer plus lentement pour ne pas troubler sa propre vision.
Il appela Giraud d'une voix basse, presque sèche, et lui indiqua de regarder. Le jeune homme colla son œil au tube, maladroitement d'abord, puis se figea. Il ne comprenait sans doute pas tout ce qu'il avait sous les yeux, mais il vit assez pour blêmir. Lorsqu'il releva la tête, il ne demanda pas ce que c'était. Il demanda seulement si c'était bien là. Étienne répondit oui. Ce mot, si simple, prit dans l'air gelé une gravité étrange. Il déplaça ensuite l'instrument vers la route de Saint-Dié. Là encore, après quelques secondes d'ajustement, une autre anomalie apparut. Plus petite, plus brève, plus nerveuse. Puis une seconde derrière elle. Celle-là n'avait pas la lourdeur d'un blindé. Elle glissait par saccades, disparaissait derrière un mur, réapparaissait plus loin, découpant dans la brume des cicatrices mouvantes. Des hommes, pensa Étienne. Des fantassins qui progressaient en profitant des haies et des décombres. Il distingua même, à 2 reprises, l'étrange flottement du souffle collectif lorsqu'un petit groupe s'arrêtait, tassé derrière un couvert invisible. Alors seulement il comprit l'ampleur de ce qu'il tenait. Depuis le début de la nuit, les Allemands appartenaient à un monde sans forme, à une menace pure, presque abstraite. Ils frappaient sans se montrer, existaient par leurs coups et leurs bruits, mais demeuraient privés de visage et de place. À présent, sans que le brouillard se dissipât, sans qu'aucune lumière nouvelle ne tombât du ciel, ils commençaient à reprendre une réalité. Non pas encore visible pour tous, non pas offerte clairement comme en plein jour, mais suffisamment présente pour être située, suivie, désignée. L'ennemi n'était plus partout à la fois. Il était là, et là, et là encore. Cette précision changeait tout. Étienne sentit monter en lui une émotion qu'il n'aurait pas su nommer exactement. Ce n'était pas la joie, encore moins le triomphe. C'était quelque chose de plus grave, de plus bouleversant, comme si le monde, après des heures d'absurdité, consentait enfin à redevenir intelligible. Il n'avait pas inventé la lumière, il n'avait pas vaincu la nuit. Il avait seulement ouvert, à travers une mécanique misérable de verre blessé et de métal tordu, une mince voie par laquelle le réel acceptait de reparaître. En bas, un coup de canon fit trembler le clocher tout entier. De la poussière glissa des poutres. Giraud sursauta. Étienne, lui, ne quitta pas l'instrument. Il parlait maintenant vite, avec une netteté que son compagnon ne lui connaissait pas. Il indiquait les distances approximatives, les axes, les mouvements. Le blindé près du cimetière avançait lentement. 2 ou 3 hommes suivaient par la gauche. Un autre groupe se reformait derrière les vergers. Chaque phrase était une victoire contre la confusion. Giraud dévala l'escalier pour prévenir le lieutenant. Étienne resta seul dans le beffroi, le visage gelé, les doigts engourdis, l'œil brûlant de fatigue. Au-dessous de lui, le village ignorait encore qu'un miracle infime venait de s'y produire. Pas le miracle grossier d'une apparition éclatante. Un autre, plus discret, plus précieux, celui par lequel une guerre menée jusque-là contre du néant retrouvait soudain des contours. Dans le brouillard de décembre, au-dessus des toits brisés d'un village français, l'ennemi venait de devenir visible. Lorsque Giraud reparut au bas du clocher, haletant, le lieutenant monta lui-même jusqu'au beffroi. Il arriva avec cette expression fermée des hommes qui n'ont plus le loisir de croire ou de douter, seulement celui de décider. Étienne ne perdit pas de temps à expliquer l'instrument. Il montra. D'abord le secteur du cimetière, puis la route basse, puis l'angle des vergers où la brume se déformait en lente pulsation, comme si quelque chose d'énorme y avançait à travers le froid. Le lieutenant regarda longtemps sans comprendre, puis brusquement il comprit assez. Ce qu'il voyait n'était pas une silhouette, mais ce n'était plus du hasard non plus. Il y avait là une cohérence, une progression, une menace qu'on pouvait enfin situer. Il redescendit aussitôt. À partir de cet instant, la défense du village changea de nature.
Jusqu'alors, les Français attendaient l'attaque, comme on attend un orage dans le noir, en se raidissant à chaque bruit. Désormais, pour la première fois, ils pouvaient répondre à quelque chose de précis. Le lieutenant déplaça 2 hommes vers le mur du cimetière, rappela ceux qui surveillaient inutilement la place centrale et fit glisser ce qu'il restait de leur armement le plus solide vers le flanc sud-ouest. Chaque mouvement était guidé par les indications d'Étienne, transmises d'étage en étage par Giraud, puis répétées en bas à voix courte. Là, plus à droite, attendre encore, pas maintenant. Il longe le mur, le blindé ralentit. Dans le clocher, Étienne suivait la progression avec une concentration presque douloureuse. Son monde s'était réduit à ce tube, à la vibration des poutres sous le vent, au froid qui raidissait ses doigts et à ces anomalies mouvantes dans la brume qui étaient désormais pour lui plus lisibles que ne l'aurait été une carte. La masse lourde près du cimetière s'arrêta un instant, puis elle pivota légèrement. Il le sentit avant même de le comprendre. Le blindé cherchait à prendre la place en enfilade. Il cria à Giraud de prévenir tout de suite. L'avertissement arriva en bas quelques secondes avant le coup. Quand le canon allemand tonna enfin, le projectile ne trouva qu'un angle de mur vide et une façade déjà abandonnée. Les hommes qui, quelques minutes plus tôt, seraient morts là sans savoir d'où venait le tir, étaient couchés 3 mètres plus loin derrière un talus de gravats. L'obus éventra la maison dans un rugissement de pierres et de poutres, mais il frappa du vide. Cette seule erreur imposée à l'ennemi eut l'effet d'un choc moral. Les Français comprirent aussitôt qu'ils n'étaient plus totalement aveugles. Le lieutenant donna alors l'ordre qu'aucun n'aurait osé donner plus tôt. Quand le blindé avancerait de nouveau le long du cimetière, on le laisserait venir encore un peu. Pas de feu prématuré, pas de panique. Les 2 hommes embusqués derrière le mur bas garderaient leurs grenades jusqu'au dernier moment. Le fusil anti-char, qu'on avait presque renoncé à employer utilement, serait pointé non pas vers la route comme prévu d'abord, mais légèrement de travers, vers l'endroit exact où Étienne voyait la masse ralentir avant de se réorienter. Tout reposait sur quelques secondes, sur un alignement invisible aux yeux de ceux d'en bas, mais qu'Étienne suivait maintenant avec une certitude de plus en plus ferme. La déformation principale reprit son mouvement. Lentement d'abord, puis avec cette assurance pesante des machines qui se savent protégées par la nuit. La brume devant elle se contractait en vagues épaisses. Au-dessus, les traînées d'échappement frémissaient davantage. Étienne murmura la distance. Encore. Encore. Maintenant presque. En bas, personne ne tira. Le blindé approcha si près du mur du cimetière que les pierres elles-mêmes semblèrent vibrer. Les fantassins qui le suivaient, invisibles à l'œil nu, se tenaient un peu en retrait, croyant sans doute le secteur paralysé par la peur ou détruit par les obus précédents. Puis, au moment exact où la masse s'infléchit pour offrir son flanc, le fusil anti-char cracha. Le coup partit avec un bruit sec, bien plus petit que celui d'un canon, presque dérisoire au regard de ce qu'il affrontait. Une seconde, il sembla ne rien se passer. Puis dans le brouillard, Étienne vit la grande perturbation se casser net. Une secousse brutale la traversa. Les colonnes d'air chaud au-dessus de la machine s'éparpillèrent. Au même instant, les 2 grenades lancées depuis le mur éclatèrent presque contre la caisse. Une lueur rougeâtre diffuse dans la brume gonfla puis retomba. Le blindé ne disparut pas, mais il s'arrêta. Et surtout, il perdit cette régularité compacte qui trahissait sa maîtrise. Quelque chose en lui venait de céder. Alors le village tout entier sembla se réveiller. Les Français ouvrirent le feu, non plus au hasard, mais sur les secteurs qu'Étienne indiquait l'un après l'autre. À gauche du blindé arrêté, plus loin dans le verger, derrière le muret écroulé. Chaque fois, le brouillard répondait par des mouvements désordonnés, des replis, des arrêts brusques. Des cris allemands montèrent pour la première fois avec netteté, non plus triomphants ni méthodiques, mais cassés par la surprise.
Il ne comprenait pas comment un détachement qu'il croyait presque aveugle pouvait soudain les attendre au bon endroit. Un des pelés groupes d'assaut tenta de contourner par les jardins. Étienne les suivit grâce à leurs traces tremblées, plus hautes et plus nerveuses que celles du blindé. Il fit transmettre la direction. 3 Français, embusqués derrière une remise, laissèrent approcher l'ombre mouvante, puis tirèrent à très courte distance. La progression allemande s'effondra sur place. Un autre groupe chercha refuge derrière une haie basse. Étienne, depuis le clocher, n'en voyait pas les corps, mais il voyait l'air troublé au-dessus d'eux, les souffles tassés, les déplacements hachés. Une nouvelle salve les força à reculer. Le plus décisif fut peut-être moins matériel que moral. Du côté allemand, l'impression d'une résistance soudain omniprésente se répandit en quelques instants. Chaque approche trouvait une réponse. Chaque détour semblait attendu. Le blindé immobilisé au cimetière, devenu obstacle au lieu d'être bélier, bouchait maintenant l'un des axes d'entrée. Les fantassins derrière lui hésitaient, se heurtaient, se repliaient sur des chemins trop étroits. Dans le brouillard, cette hésitation se changea vite en désordre. Étienne le perçut avant même que les autres ne le comprennent. Les anomalies qui avançaient jusque-là de manière convergente commençaient à se croiser, à se disperser, à refluer. Il reculait, pas en déroute ouverte, pas encore, mais ce n'était plus une attaque. C'était une manœuvre rompue, une intention brisée. Les Allemands, privés de l'avantage absolu que leur donnait l'invisibilité, perdaient la fluidité qui faisait leur force. Ils tiraient davantage, mais moins juste. Ils lançaient de courtes rafales pour couvrir des replis plutôt que pour préparer une avance. 2 fois, Étienne vit même des mouvements contradictoires près de la route, comme si des ordres opposés se heurtaient dans la brume. En bas, le lieutenant sentit lui aussi le basculement. Il fit pousser un cri, bref et rauque, pour rallier les hommes. On entendit répondre d'une maison à l'autre, d'un mur à l'autre, non avec enthousiasme, mais avec cette énergie farouche qui naît quand la peur change enfin de camp. On tira encore, plus peu qu'au début, mais mieux. Une dernière explosion secoua le secteur du cimetière. Puis, peu à peu, le grondement des moteurs s'éloigna, avalé par la nuit humide. Le village ne remportait pas une victoire éclatante. Il n'avait ni détruit une colonne entière, ni chassé définitivement l'ennemi. Mais il avait obtenu quelque chose d'infiniment plus précieux dans cette nuit de décembre. Il avait brisé l'élan de l'assaut. Ce qui devait être un écrasement silencieux dans le brouillard s'était changé en attaque manquée, coûteuse, confuse, inachevée. Et au centre de ce retournement, là-haut dans un clocher gelé, un homme qui n'était ni officier ni héros de métier tenait encore son œil collé contre une mécanique de fortune, tandis que la nuit, pour la première fois, cessait d'obéir seulement à l'ennemi. La rupture de l'assaut ne signifia pas le salut immédiat. Pendant quelques minutes encore, le village sembla suspendu dans une sorte de faux répit, comme si la nuit elle-même hésitait à reconnaître ce qui venait de se passer. En bas, on rechargeait, on ramenait les blessés vers les caves, on appelait les absents d'une voix plus forte qu'auparavant, presque avec incrédulité. Certains croyaient déjà que les Allemands décrochaient pour de bon. D'autres, plus lucides, savaient qu'un ennemi stoppé net dans son attaque cherche toujours à comprendre ce qui l'a trahi. Étienne, lui, n'éprouvait aucune ivresse. Il restait au beffroi, courbé sur son instrument, les épaules tétanisées par le froid et la fatigue. Son œil lui brûlait à force d'avoir regardé trop longtemps dans la même tension. À présent qu'il n'avait plus à transmettre des indications à chaque seconde, il sentait tout ce que son corps avait repoussé jusque-là. Le tremblement des mains, la sécheresse de la gorge, la douleur sourde dans les reins, les battements désordonnés du cœur qui retombaient lentement après l'urgence. Il aurait voulu se détacher du tube, s'adosser un instant à la pierre et fermer les yeux. Mais il n'osait pas. Il connaissait trop bien la fragilité de ce qu'il avait construit. Le moindre relâchement, le moindre choc, et l'appareil ne servirait plus à rien.
Giraud venait de repartir vers l'escalier lorsqu'Étienne aperçut un changement dans la brume, du côté de la route basse. Ce n'était pas le retour d'une colonne, ce n'était même pas une progression, c'était plus furtif, plus tendu, une anomalie mince, immobile par moments, qui se déplaçait ensuite par bons cours avec une prudence calculée, puis une seconde, puis plus rien. Il comprit presque aussitôt. En face, quelqu'un cherchait le clocher. Les Allemands n'avaient peut-être pas saisi la nature du procédé, mais ils avaient compris qu'un point d'observation les avait démasqués. Depuis le début de la contre-résistance française, les réponses étaient venues trop vite, trop justes, trop souvent depuis des angles impossibles. Il n'était pas nécessaire d'être un grand stratège pour remonter à la seule position dominante encore debout dans le village. Étienne se redressa et voulut appeler Giraud. Sa voix se perdit dans un coup de canon. L'obus arriva sans préavis, avec cette violence sèche qui ne laisse même pas le temps d'avoir peur. Il frappa le flanc de l'église en dessous du beffroi. Toute la tour bondit d'un seul bloc. Le plancher sous Étienne se déroba un instant comme le pont d'un navire. Le tube heurta la poutre à laquelle il était fixé. Les verres éclatèrent dans un bruit minuscule que le fracas immense rendit presque dérisoire. Une pluie de pierres, de poussière, d'éclats de bois et de métal se mit à tomber de partout. Il n'eut pas le réflexe de fuir, seulement celui, absurde et immédiat, de saisir son instrument. Ses doigts se refermèrent sur le tube au moment où une seconde secousse éventra l'un des abassons. L'air se remplit d'un hurlement de charpente. Quelque chose de lourd bascula au-dessus de lui. Giraud cria depuis l'escalier. Étienne tourna la tête, vit une poutre fendue se détacher dans un nuage de plâtre, puis le monde se referma sur lui dans un tumulte aveugle. Quand il reprit conscience ou quelque chose d'approchant, il ne sut d'abord pas s'il était encore dans le clocher ou déjà enseveli dessous. Il ne voyait presque rien. Une poussière épaisse lui collait aux lèvres, aux cils, à la gorge. Il respirait par à-coups courts, avec l'impression qu'une main invisible lui comprimait la poitrine. Une douleur brûlante déchirait son côté gauche à chaque mouvement. Sa jambe droite refusait de lui répondre correctement, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Au-dessus de lui, entre deux masses noires, filtrait un jour sale de brouillard nocturne. Le beffroi n'avait pas entièrement cédé, mais il s'était ouvert comme une cage fracassée. Il voulut se redresser et sentit aussitôt le sang couler plus chaud sous ses vêtements, le long de ses côtes. Un éclat de pierre ou de métal l'avait frappé là. Son bras droit aussi lui faisait mal, sans doute tordu, peut-être fêlé. À quelques dizaines de centimètres de sa main, le reste de l'instrument gisait dans la poussière. Le tube était écrasé à une extrémité. Une lentille brillait encore, intacte en apparence, puis il vit qu'une fissure la traversait d'un bord à l'autre. Le mince miracle de verre, de glycérine et de métal tordu venait de mourir, avec la brutalité idiote des choses précieuses sur un champ de bataille. Ce fut cela, plus encore que la douleur, qui lui arracha un souffle presque furieux. En bas, les tirs reprenaient par intermittence. Le combat n'était pas fini. Les Allemands, même repoussés, couvraient sans doute leur repli ou tentaient une dernière intimidation. Étienne, couché sous les débris, comprit qu'il ne pourrait plus aider. Son regard ne servait plus. Son montage était détruit. Son corps lui-même n'était plus qu'un poids cassé dans une tour à demi effondrée. Tout ce qu'il avait conquis là-haut en quelques dizaines de minutes venait d'être repris, ou presque. Puis il entendit des voix françaises monter dans l'escalier effondré. On appelait Giraud. On appelait Étienne. Une pierre glissa. Des mains commencèrent à dégager les poutres les plus petites, à tirer sur les planches, à tousser dans la poussière. Giraud apparut enfin dans une trouée, le front en sang, boitant, mais vivant. Il se jeta à genoux près d'Étienne avec un mélange de soulagement et d'effroi. Derrière lui, 2 autres résistants le rejoignirent.
aucun ne parla d'abord. Ils regardaient le blessé, le sang, les décombres, le tube brisé, et tous comprenaient ce que ce silence signifiait. La victoire qu'ils venaient d'arracher n'avait pas été gratuite. On le dégagea avec 1000 précautions inutiles, car chaque geste lui envoyait dans le flanc une douleur si nette qu'elle blanchissait le monde. Lorsqu'ils le soulevèrent enfin, il aperçut par l'ouverture défoncée du beffroi la masse du village étendue sous le brouillard. Rien n'y annonçait un triomphe. Seulement des maisons éventrées, des murs fendus, des brasiers mourants, et cette nuit glacée où tant d'hommes, des deux côtés, étaient tombés sans visage. Pourtant, les moteurs allemands s'éloignaient réellement cette fois. On les entendait plus bas, plus loin, mangés peu à peu par la distance. L'assaut était brisé. Le village tenait encore. Cette certitude ne lui apporta aucune joie franche. Seulement une paix douloureuse, presque vide. Il comprit alors le véritable prix de ce qu'ils avaient gagné. Ce n'étaient pas seulement les morts laissés derrière les murs et près du cimetière. Ce n'était pas seulement Morel, Santi, les servants de la mitrailleuse, les blessés qu'on couchait déjà sur des portes arrachées. C'était aussi cette part de lui-même qu'il sentait basculer sans retour. Même si la blessure ne l'emportait pas, même si l'aube le trouvait encore vivant, il ne remonterait sans doute plus jamais dans un clocher sous le feu, ni ne tiendrait longtemps un fusil ou un outil avec la même sûreté. La guerre, qu'il avait amenée là contre toute logique, venait de prélever sa part. Quand on le descendit enfin par l'escalier à demi détruit, soutenu sous les bras, la tête heurtant parfois la pierre, il serrait encore dans sa main valide un fragment de lentille fendue. Personne n'essaya de le lui retirer. Les autres croyaient peut-être qu'il s'accrochait à une pièce inutile sous l'effet du choc. Mais lui savait que ce morceau de verre représentait plus qu'un débris. C'était la preuve qu'au cœur de cette nuit aveugle, quelque chose avait fonctionné. Quelque chose d'impossible et de vrai. La victoire restait au village, mais elle lui avait presque tout pris. À l'aube, le brouillard se leva par lambeaux. Le village apparut peu à peu dans une lumière blafarde de fin du monde. Les vergers n'étaient plus que des silhouettes noires couvertes de givre. La place portait les traces confuses de la nuit. Murs éventrés, charrettes renversées, taches sombres dans la neige sale, douilles mêlées aux éclats de pierre. Près du cimetière, le blindé allemand immobilisé pendant l'assaut fumait encore faiblement, comme une bête blessée abandonnée par les siens. Plus loin, sur la route basse, on ne distinguait déjà presque plus rien des forces ennemies. Elles avaient décroché avant le jour, emportant leurs blessés quand elles le pouvaient, laissant derrière elles seulement le désordre d'une attaque interrompue. Les Français, eux, n'avaient ni sentiment de triomphe, ni grande phrase à offrir à l'histoire. Ils avaient tenu, voilà tout. Dans une guerre pareille, cela suffisait à peine à faire une victoire, mais c'en était une malgré tout. Étienne fut installé dans ce qui restait de la mairie, transformée au matin en poste de secours. On l'allongea sur une porte déposée entre deux tréteaux. Un médecin auxiliaire, les yeux rougis par la fatigue, examina ses côtes, son flanc, son bras, puis annonça d'une voix neutre qu'il vivrait sans doute si la fièvre ne l'emportait pas et si l'on pouvait l'évacuer avant la nuit suivante. On parla d'éclat, d'hémorragie contenue, d'os fêlés, de repos absolu. Étienne écoutait à peine. Il gardait encore, posé près de lui sur la couverture, le fragment de lentille récupéré dans les ruines du clocher et les restes tordus du tube métallique. On aurait dit les débris d'un objet sans nom, trop pauvre pour mériter l'attention de quiconque. Pourtant plusieurs hommes entraient, jetaient un regard aux blessés, puis à ces morceaux de verre et de métal, et ressortaient en silence avec une expression troublée. Avant midi, le lieutenant vint le voir. Il ne parla pas tout de suite. Il se tenait debout près de la table improvisée, les traits tirés, la manche déchirée, un pansement autour du cou, comme un homme qui n'a pas dormi depuis des semaines. Enfin, il dit que, sans ce qui s'était passé au clocher, le village serait tombé avant l'aube.
Il ne formula pas cela comme un compliment, encore moins comme une proclamation héroïque. C'était un constat sec, presque militaire. Puis il ajouta qu'un officier français rattaché aux unités remontant depuis la plaine arriverait dans l'après-midi pour interroger les survivants sur l'attaque. Il voulait aussi voir Étienne. Celui-ci tourna légèrement la tête, avec peine, et demanda seulement pourquoi. Le lieutenant jeta un coup d'œil vers les restes de l'instrument. « Parce que, répondit-il, plusieurs hommes ont tiré là où on leur disait de tirer sans rien voir eux-mêmes, et qu'ils ont touché. Parce qu'un blindé a été arrêté dans le brouillard comme s'il avait été montré du doigt. Parce qu'en face, ils ont fini par canonner le clocher au lieu d'insister sur la place. Et parce qu'il faudra bien expliquer cela à quelqu'un. » L'officier arriva un peu plus tard, accompagné d'un sous-lieutenant des transmissions et d'un sergent américain qui parlait un français hésitant. Ils n'avaient rien des hommes du maquis. Leurs manteaux étaient plus propres, leurs cartes plus précises, leur manière de regarder les lieux plus méthodique. Pourtant, face au récit qu'on leur fit, ils perdirent à leur tour cette assurance tranquille des gens qui classent d'ordinaire les événements en cases bien ordonnées. Ils interrogèrent d'abord le lieutenant, puis Giraud, puis 2 autres hommes présents autour de l'église pendant la nuit. Enfin, ils s'approchèrent de la table d'Étienne. Le Français lui demanda sans brutalité de raconter depuis le commencement. Pas le combat entier, seulement l'idée, ce qu'il avait cru comprendre du brouillard, les pièces ramassées, les verres, le liquide, l'angle du montage, ce qu'il voyait exactement dans le tube. Étienne répondit avec difficulté, parfois interrompu par la douleur ou la toux, mais il sentit très vite, au silence des autres, que ses mots ne tombaient pas dans le vide. Le sous-lieutenant prit des notes. Le sergent américain examina les débris avec une attention presque gourmande. À 2 reprises, l'officier français lui fit répéter un détail sur la manière dont la brume se déformait au-dessus des moteurs. Quand l'entretien prit fin, personne ne parla de miracle. Ce mot appartenait au récit qu'on se raconte après coup pour simplifier la peur. Ici, il s'agissait d'autre chose, de plus troublant et de plus sérieux. Une improvisation née sous le feu, assez folle pour sembler impossible, mais assez réelle pour avoir changé l'issue d'une nuit de combat. L'officier finit par dire qu'il faudrait transmettre cela plus haut, à des gens capables d'en juger l'intérêt véritable. Pas seulement pour les villages perdus dans le brouillard, ajouta-t-il, mais pour tout ce que la guerre moderne exige désormais lorsqu'on se bat dans la nuit, sous la pluie, dans la fumée ou à travers les ruines. Dans l'après-midi, on prépara l'évacuation des blessés vers l'arrière. Une ambulance légère devait rejoindre une route encore praticable avant la tombée du soir. Quand on vint chercher Étienne, il demanda qu'on emporte aussi la sacoche où l'on avait placé les restes de son instrument. Le brancardier haussa d'abord les épaules, puis obéit. Au moment où on le sortait de la mairie, Étienne aperçut une dernière fois le clocher éventré, découpé sur le ciel blanc de décembre. La tour n'était plus qu'une blessure ouverte au-dessus du village. Pourtant, il ne put s'empêcher de penser que c'était là, dans ces poutres fendues et cette poussière glacée, qu'une part de sa vie venait de basculer pour toujours. Il quittait ce lieu non comme un combattant victorieux, mais comme un homme à moitié brisé, arraché à la ligne de front par ses blessures. Son avenir de résistant de terrain s'arrêtait probablement là. Il le savait. Son corps le savait avant lui. Mais une autre possibilité, plus incertaine et presque dérangeante, venait de naître dans le même mouvement. Si ce qu'il avait improvisé avec des rebuts pouvait être compris, repris, perfectionné, alors la nuit elle-même ne serait plus jamais tout à fait la même pour ceux qui feraient la guerre. L'ambulance s'ébranla lentement sur la route défoncée. À l'arrière, entre 2 secousses, Étienne gardait les yeux fermés. La fièvre montait déjà. Les voix des autres blessés lui arrivaient comme à travers de l'eau. Sur ses genoux, enveloppés dans un morceau de toile, reposaient les fragments de verre, le tube tordu, la vis molletée noircie, toute cette mécanique ruinée qui avait pourtant vu ce que les hommes ne voyaient pas. Il ne savait pas si lui-même reverrait Lyon, ni même s'il remarcherait sans douleur.
Il ne savait pas non plus si des ingénieurs sérieux tireraient quelque chose de ces explications ou classeraient l'affaire au rang des hasards de guerre. Mais au fond de sa faiblesse, une conviction demeurait. La nuit de ce village français n'était pas terminée avec le repli allemand. Elle commençait ailleurs. Un jour, pensa-t-il avant de sombrer dans une semi-conscience lourde, d'autres regarderont dans l'obscurité sans attendre que l'aube les sauve. Et peut-être qu'ils ignoreront jusqu'à son nom. Cela n'avait aucune importance. L'essentiel était que dans le froid de décembre 1944, au milieu des ruines et du brouillard, quelqu'un avait entrouvert cette porte.